Ce qui est intéressant avec l'élévation de température que nous allons avoir, ou ce qui est indispensable, plus exactement, pas seulement intéressant, c'est de confronter ça au passé. Pourquoi? Imaginons que je prenne un être vivant et que je vous dise, cet être vivant, je vais augmenter sa température de 4 degrés. Alors vous allez me dire, je vous demande, est-ce que c'est ennuyeux ou est-ce que c'est pas ennuyeux? Eh bien, je vais vous dire, ça dépend. Si vous prenez un poisson rouge, ceux d'entre vous qui auront un jour des enfants, vos enfants réclameront peut-être un jour un poisson rouge. Et à ce moment, vous découvrirez que le poisson rouge, il a besoin d'être emmené en vacances, etc. Et donc, vous êtes pressé que le poisson rouge meure, parce que comme ça, vous êtes débarrassé des emmerdements. Alors, vous pouvez essayer, pour faire mourir le poisson rouge, de lui donner de l'eau un peu plus froide, un peu plus chaude, etc. Puis vous voyez que le poisson rouge se porte comme un charme, à votre grand désespoir. Pourquoi ça? Parce que le poisson rouge est un animal à sang froid. Et donc le poisson rouge, vous lui infligez une élévation de 4 degrés de l'eau dans laquelle il se promène et il s'en fout complètement. Donc il continue à être là et bien là et à devoir partir avec son aquarium. Si vous infligez donc à certains animaux une variation de leur température interne de 4 degrés, ça leur fait, pardonnez-moi l'expression, ni chaud ni froid, donc c'est vraiment pas grave. 4 degrés. Alors si je prends un animal à sang chaud, vous par exemple, et que je vous inflige une variation de votre température interne de 4 degrés, il suffit que j'attende un peu et vous êtes mort. Donc, 4 degrés en plus, est-ce que c'est grave, docteur? Pour le système climatique, la réponse est exactement la même. Ça dépend de la variation spontanée du système quand il est livré à lui-même. Si on réalise que le système livré à lui-même, il varie de 4 degrés d'une semaine sur l'autre, c'est vraiment pas grave que l'action des hommes provoque un réchauffement de 4 degrés, puisque ça rentre dans la variabilité naturelle du système. Donc on s'en fiche complètement d'induire. Par contre, si la variabilité naturelle du système n'est pas de 4 degrés tous les 4 matins, à ce moment, ça devient très ennuyeux parce que ça veut dire qu'on inflige une déstabilisation qui est inédite. Et donc, il y aura des conséquences qui seront inédites. Alors, pour répondre à la question en ce qui concerne le système climatique, il faut être capable de reconstituer la manière dont il a varié dans le passé. Et donc, il y a toute une discipline maintenant de la science qui s'appelle la paléoclimatologie, qui sert à ça, c'est-à-dire qui sert à reconstituer les variations de température du passé. Il y a 2 grandes familles de techniques pour faire ça, ou 3 grandes familles plus exactement, et à chaque fois, c'est la science du trou. Il faut faire des trous, commencer par faire des trous. Une première manière de faire des trous, c'est de faire des trous dans les arbres, et si possible dans des arbres très vieux, et comme ça, on va mesurer l'épaisseur et la dureté des cernes d'arbres qui s'agrègent année après année dans le tronc. Alors, est-ce que vous savez quel est l'âge du plus vieil arbre vivant aujourd'hui ? 2000, qui dit mieux? 700, qui dit mieux? 4000, non, c'est encore un peu plus que ça, c'est 7000. Il y a un pin, alors c'est des arbres qui vivent en général dans des zones qui sont extrêmement limites pour la vie, donc c'est comme la neige en Antarctique, quoi. C'est des trucs qui s'accroissent extrêmement peu tous les ans, un métabolisme très très ralenti, et je crois que c'est un pin de Californie dans une zone semi-désertique, voilà. Donc dans ce tronc-là, on peut aller faire des trous, et donc on a 7000 ans d'archives climatiques. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas des archives globales, on a une archive climatique là où pousse l'arbre. Alors qu'est-ce qu'elle vous donne? C'est par ailleurs, l'arbre il pousse pas en hiver, donc cette archive climatique, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne les températures, on est capable avec ça de reconstituer les températures et les précipitations de la saison de pousse, c'est-à-dire printemps-été. Mais de là, on a déjà un proxy pour voir comment évolue le système climatique dans son ensemble sur l'année. Les arbres, vous aurez remarqué comme moi qu'ils n'en poussent pas beaucoup sur l'eau. Donc cette méthode-là, elle marche bien pour reconstituer les températures terrestres. Donc dès que vous avez accès à des arbres ou à des troncs d'arbres fossilisés que vous êtes capable de dater correctement, eh bien vous avez accès à une technique qui s'appelle la dendrochronologie qui vous permet de reconstituer les températures du passé. À nouveau, ces températures du passé se reconstituent avec une modélisation qui permet de passer des données d'observation, l'épaisseur et la dureté des cernes d'arbres, à une température observée, ou à une température existante, plus exactement. Et vous avez les modèles qui permettent de faire ça ont à nouveau un paramétrage propre, de telle sorte que chaque chercheur qui fait ce genre de truc, qui fait ce genre d'analyse, publie ses propres résultats. Alors vous avez ici une compilation qui a été publiée dans le rapport du GIEC de 2007,
dans laquelle vous avez tous les auteurs qui sont là, qui ont chacun publié une reconstitution des températures de l'hémisphère nord, parce que c'est le plus équipé, on va dire, en terres émergées, sur le dernier millénaire. Alors, ce que vous voyez sur le dernier millénaire, c'est qu'il y a deux points de convergence de ces analyses. La première, c'est que tous y disent, au moment de l'an 1000, à peu près, il a fait un peu plus chaud qu'au reste du millénaire. Et alors, c'est ce un peu plus chaud, aux alentours de l'an 1000, est connu sous le nom de l'optimum médiéval. Alors, il y a un truc qui vous intéresserait au moment de l'optimum médiéval, c'est que vous avez du vin en Angleterre. Donc, je pense que le vin, ça vous intéresse beaucoup. Et dans les autres conséquences qu'on a eues à ce moment-là, c'est que les Vikings ont sorti leur prospectus publicitaire et ont dit « Allez donc au Groenland, c'est tout vert ». Voilà. Et en fait, Groenland, alors qu'il fait tout froid, ça veut dire terre verte. Bon. Et alors l'histoire, qui est une histoire qui est souvent enfourchée par les climato-sceptiques pour dire, regardez, le climat varie naturellement, il y a eu un moment où le Groenland était tout vert, etc. Évidemment que le Groenland n'était pas tout vert. Il y a 1000 ans, il y avait la même calotte glaciaire qu'aujourd'hui sur le Groenland. Par contre, vous avez une frange du Groenland où vous n'avez pas de glace. C'est là, soit dit en passant, qu'habitent quelques Inuits, Esquimaux, etc. Vous avez quelques bancs rocheux. Et sur ces endroits qui étaient dépourvus de glace il y a 1000 ans comme aujourd'hui, la saison de pousse de l'herbe était un peu plus longue qu'aujourd'hui. Et donc on soupçonne les Vikings de s'être débarrassés de quelques personnes qu'ils n'avaient plus envie de voir en les expédiant là-bas avec troupeaux et femmes et enfants, où vous pouvez lire l'histoire dans le bouquin de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, Collapse. Alors il y a un certain nombre de trucs qui sont discutables dans son bouquin, mais ça par contre c'est assez bien raconté, je pense que c'est assez juste. Donc on a envoyé 5000 Vikings là-bas avec leurs troupeaux, et puis au moment où le climat s'est refroidi après l'optimum médiéval, vous voyez là, eh bien la saison de pousse de l'herbe a diminué, les vaches sont mortes et les Vikings avec. Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre à manger du phoque, ils n'aimaient pas ça culturellement. Voilà, mais donc les modèles convergent les analyses convergent pour vous dire ça. Vous voyez qu'après ça se refroidit. Là, on est à quelque chose qui s'appelle le petit âge glaciaire en Europe. Les canaux de Bruges gèlent totalement l'hiver, on se pèle de froid, la marquise de Sévigné allume du feu au mois d'août, enfin bon, bref, c'est le bagne. Et c'est, soit dit en passant, à ce moment-là qu'a lieu la Révolution française. Vous savez que la Révolution française est née après une grande famine qu'il y a eu en France, qui a fait entre 500 000 morts et 1 million de morts. Hein. Donc c'est une époque où les récoltes ne sont pas bonnes, et donc ça déclenche des troubles, parce que les gens n'aiment pas avoir le ventre vide. Ce que vous voyez également en troisième convergence de tous ces trucs-là, c'est qu'à partir du début de l'époque industrielle, crac, toutes les analyses vous disent que ça se met à monter rapidement. Donc la première conclusion qu'on arrive à tirer de cette analyse-là, à l'échelle du millénaire, c'est qu'on est déjà ici dans un déplacement de température qui est totalement hors tendance, qui va beaucoup plus vite que toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus. Je parle bien de tendance, hein, je ne parle pas de variation annuelle, mais de toute tendance que vous pouvez dégager là-dessus. Alors après, on peut remonter plus loin dans le temps. On peut remonter... Alors, on peut remonter, je vous montrerai après, mais on peut remonter là, sur ce graphique-là, jusqu'à 60 millions d'années. Et alors, si on regarde à 60 millions d'années, ce qu'on voit, c'est que depuis cette époque, le climat... Alors, faites attention, l'instant présent est ici, l'instant passé est là. On voit que ce qui s'est passé est globalement un lent refroidissement du système climatique. Et ce lent refroidissement du système climatique, est notamment allé avec une diminution importante de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc à des échelles de temps très très longues, effectivement, le climat a plutôt eu tendance à se refroidir. Ce que vous voyez également, c'est que il y a longtemps, le climat a pu être quasiment 10 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Donc le fait que le climat soit plus chaud qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose qui est une première dans l'histoire planétaire. Par contre, ce qui est une première dans l'histoire planétaire, et c'est ça qu'on va détailler à partir de maintenant, c'est une variation de cette ampleur appliquée à une humanité sédentaire de 7 milliards de bonshommes, ou de 8 milliards de bonshommes. Ça, c'est nouveau. Et s'il y a eu des variations de grande ampleur dans le passé, à aucun moment, en tout cas en ce qui nous concerne, elles n'ont empêché notre espèce de se développer, puisqu'on est là. Par contre, entre ne pas porter atteinte à l'espèce
et ne porter atteinte à aucun représentant de l'espèce, il y a une petite différence. Dit autrement, si le changement climatique en cours ne laisse que 5 millions de bonshommes survivants, c'est largement assez pour assurer la perpétuation de l'espèce. Hein, ça ne pose pas de problème pour la perpétuation de l'espèce. Donc là, le sujet qu'on va voir à partir de maintenant, c'est pas tant est-ce que les hommes vont passer à travers, ça je peux déjà vous donner la réponse est oui, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quelles conditions et combien d'entre eux. Voilà, et ça c'est des questions qui restent des questions ouvertes. Là, je vais introduire maintenant une variation de température plus récente que celle qui s'est passée il y a 65 millions d'années, avec cette petite carte qui représente, enfin deux cartes qui représentent l'Europe. Vous avez ici une représentation schématique des écosystèmes qui sont donc le reflet du système climatique. Hein. Le reflet du système climatique, c'est les écosystèmes installés. Les écosystèmes installés en Europe aujourd'hui, si on ne les supprime pas pour faire, alors essentiellement des champs, des routes, des ponts, des voies de chemin de fer, des usines et l'école des mines. Donc si on ne supprime pas les écosystèmes pour faire tout ça, on a en Europe essentiellement des forêts. Ça veut dire que le climat est suffisamment humide pour qu'il pousse des grosses espèces végétales et que par ailleurs, il est ni trop froid ni trop chaud pour ne pas que le métabolisme de ces espèces soit gêné. Voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, dans les évolutions du Quaternaire, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, sinon on ne serait pas en ère glaciaire. Après vous allez voir de combien. Et comme il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, le paysage de la planète n'est pas du tout le même et le paysage de l'Europe n'est pas du tout le même. La première chose que vous pouvez voir ici, c'est que vous oubliez Erasmus chez les Suédois, puisqu'il n'y a pas de Suédois, il n'y a pas de Danois, il n'y a pas de Finlandais, il n'y a même pas de Nord-Allemand, et il n'y a pas d'Écossais, donc bonne nouvelle pour les joueurs de rugby. Tous ces braves gens sont sous la glace. Vous avez une énorme calotte de 3 km d'épaisseur qui recouvre la totalité de la Scandinavie. Alors pour ceux d'entre vous qui les aiment bien, il n'y a pas non plus de Québécois, puisque la totalité du Canada est aussi sous la glace, donc il n'y a pas de sable bitumineux, bonne nouvelle. Vous avez une énorme calotte de glace, encore plus grosse que celle qui est posée sur la Scandinavie, qui est posée sur le Canada. Cette glace est constituée d'eau, les jeunes ingénieurs que vous êtes savez ça, et cette eau, il a bien fallu la prendre quelque part. Alors il n'y a manifestement pas assez d'eau, ni dans les lacs, ni dans les rivières, ni dans l'atmosphère pour faire autant de glace. Donc le seul endroit où vous pouvez prendre toute cette eau pour faire toute cette glace, c'est la mer. Et comme la mer est une grande baignoire dont le fond n'a pas varié, eh bien si vous prenez de l'eau pour faire toute cette glace, le niveau de l'eau baisse et le niveau de l'eau est plus bas de 120 mètres. Donc il n'y a pas de course de l'EDEC non plus, puisqu'il n'y a pas de manche. D'accord ? Donc vous oubliez le sponsoring pour aller faire de la voile, vous pouvez enfin faire des problèmes sérieux. Non, pardon. Donc le point bas de la Manche aujourd'hui, c'est 114 mètres. Comme le niveau de l'eau est plus bas de 120, plus de manche. Pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, on peut rentrer dans la grotte Cosquer à pied sec. Je ne sais pas si vous savez où est la grotte Cosquer. Alors, la grotte Cosquer est une grotte dont l'entrée est aujourd'hui immergée et qui se trouve en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il faut descendre à 30 mètres sous le niveau de l'eau pour rentrer dans la grotte. Alors vous avez un boyau ascendant et la grotte est préservée, elle, et à l'intérieur vous avez des peintures, etc., comme à Lascaux. Cette grotte aujourd'hui, l'entrée est immergée et ça veut bien dire qu'à l'époque où elle était habitée, ben, ça veut dire qu'on pouvait y rentrer à pied sec. Manifestement, les hommes préhistoriques n'avaient pas de scaphandre autonome et donc ça veut dire que le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Le climat est beaucoup plus froid, donc il y a beaucoup moins d'évaporation, donc il est beaucoup plus sec. Et dans ce climat beaucoup plus froid et beaucoup plus sec, la végétation installée en Europe ressemble à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Donc c'est pas très gras, d'accord ? Il n'y a pas de... Les chatoyants champs de blé d'aujourd'hui et la chatoyante forêt de Fontainebleau ne sont pas vraiment là. Et dans ce genre d'écosystème, on arrive à faire vivre 100 000 bonshommes, c'est-à-dire 100 000 animaux en bout de chaîne alimentaire. C'est à peu près la population humaine à l'époque. Donc vous voyez, c'est même pas le nombre d'étudiants en classe prépa, je crois. Enfin, en tout cas, c'est sûrement pas le nombre d'étudiants en grandes écoles tout court. Donc, vous voyez, c'est un petit effectif, la population française à cette époque. Donc à gauche, là, l'Europe en ère glaciaire. À droite, l'Europe d'aujourd'hui. Donc je le répète, quand on passe du paysage de gauche au paysage de droite, j'ai un réchauffement climatique. On est d'accord ? Eh bien, ce réchauffement, historiquement, c'est 5 degrés en 5 à 10 000 ans. C'est juste ça.
Donc on a un précédent historique de quelques degrés de réchauffement en valeur absolue, et vous voyez le genre de choses que ça produit en ce qui concerne le paysage. Donc une autre manière de dire ça, c'est que la variabilité naturelle du système n'est pas du tout à l'échelle de ce que nous sommes en train de déclencher aujourd'hui. D'accord? Donc le bon parallèle, c'est pas le poisson rouge qui va résister à tout, c'est bien vous qui ne résistez pas à une variation de quelques degrés de votre température interne, pourvu que je la prolonge suffisamment longtemps. Hein? C'est bien ça le bon parallèle. Alors si je mets en perspective maintenant ce qui s'est passé au dernier millénaire, ce qui s'est passé au dernier siècle, et ce qui pourrait se passer à l'avenir, voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez la reconstitution à partir de la dendrochronologie, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement de la température du siècle passé. Donc ça, c'est essentiellement fait avec des analyses. À partir de 1860, vous avez, non, alors je vais le commenter, vous avez une mesure directe de l'élévation de température de la planète. Question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant 1860? Pourquoi est-ce qu'avant 1860, oui? Non. Beaucoup plus simple que ça. Et en particulier, avec quoi on mesure une température? Avec un thermomètre. De quand date l'invention du thermomètre? Non. 1492. Sauf qu'en 1492, vous avez un thermomètre. Est-ce que vous mesurez la température en tout point du globe avec un thermomètre? Non, c'est un peu compliqué. Donc il en faut beaucoup des thermomètres pour commencer à mesurer la température en tout point du globe. Par ailleurs, de quoi est faite la surface terrestre en majorité? D'eau. Est-ce que vous avez beaucoup de villes et beaucoup de champs à la surface de l'océan? Non, pas beaucoup. Donc est-ce que vous avez une grosse population et donc beaucoup de thermomètres à la surface de l'océan? Non. Vous avez quand même des thermomètres à la surface de l'océan. Où ça? Pardon? Sur les bateaux, absolument. Vous avez, depuis que vous avez des moteurs et des machines à vapeur, vous avez notamment des thermomètres en entrée de prise d'eau pour mesurer la température de l'eau, parce que ça vous sert à régler les machines. Et même avant, il arrivait qu'on fasse des prélèvements, etc. Sauf que ces prélèvements ne sont faits que sur les routes commerciales, parce que les bateaux se baladent pour transporter des marchandises. S'ils commencent à faire du tourisme, leur patron les engueule. Et donc, il faut attendre que vous ayez suffisamment de routes commerciales à la surface de la planète pour qu'on considère que les températures mesurées dans l'océan sont représentatives de la température de l'eau. Et donc avoir suffisamment de thermomètres sur les terres émergées et suffisamment de thermomètres sur les bateaux qui se baladent pour considérer qu'on a quelque chose qui commence à ressembler à un échantillonnage représentatif, on considère qu'avant 1860, ce n'est pas le cas. Donc à partir de 1860, on est capable de proposer une mesure instrumentale de la moyenne planétaire. Oui. Non. Elle est représentative de la température de l'eau là où vous passez. Ce n'est pas le sillage du bateau, ce n'est pas la traînée du bateau qui va réchauffer l'eau au point que ça perturbe la mesure. Non. Et donc vous avez en perspective ici, je le répète, 3 températures mesurées de manière différente et à des époques différentes. Donc là, analyse, là, instrumentale, directement avec des thermomètres, et là, modélisée. Donc là, il n'y a plus de thermomètre, on rentre dans la modélisation. C'est la modélisation de ce qui se passe plus tard. Et ce que vous voyez sans l'ombre d'une discussion possible sur ce graphique, c'est que la variation de température à venir est quelque chose qui est sans commune mesure, quel que soit le scénario retenu, avec la variabilité naturelle du système. Donc même à 2 degrés, c'est ça la conséquence, enfin la conclusion qu'il faut avoir en tête, même à 2 degrés, nous allons voir une quantité considérable de dysfonctionnement dans le système qui n'existait pas jusqu'à maintenant, même à 2 degrés. Hein. Si on met ça sur... en fait, voilà la courbe qui vous donne la variation du système sur des échelles de temps, on va dire depuis le dernier maximum glaciaire. Donc ici,
vous avez la reconstruction de la température du passé avec des analyses. Alors, quand on est à l'échelle de la dizaine de milliers d'années, c'est plus les cernes d'arbres qu'on utilise, c'est la reconstruction avec les isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans les calottes glaciaires. Hein, c'est ça dont j'ai parlé la dernière fois. Vous voyez ici que la température au début de l'Holocène était légèrement supérieure à ce qu'elle était derrière. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, et ça, à l'échelle. Hein. C'est ce qu'on pourrait faire dans le siècle qui vient. Donc vous voyez que manifestement, l'image du mur est assez bonne. Une élévation de quelques degrés en un siècle, ça ressemble plus au mur qu'à une promenade de santé. Hein, ça va vraiment provoquer des dysfonctionnements majeurs un peu partout dans le système. On va rentrer un peu dans le détail derrière. Quelque chose qui est important à garder en mémoire, c'est que cette élévation de température déjà en cours et qui va s'accélérer, de temps en temps, elle... Oui. Oui. Et enfin, vous aviez dit que le rayonnement solaire c'était environ 200, l'effet de serre c'était le même ordre de grandeur. Et l'effet de serre. C'est 200. En l'occurrence, le rayonnement solaire c'est plutôt 230, l'effet de serre c'est plutôt 170, mais tout ça c'est de cet ordre de grandeur, oui. Et l'effet humain, vous avez dit que c'était combien? 2,5. Et 2,5 du coup par rapport aux 200. Eh oui, madame, ça suffit. Ça paraît un petit peu. D'abord, c'est 2,5 aujourd'hui. Je vous signale que ça augmente avec le temps. Et par exemple, on verra un peu plus tard, ce qu'on appelle les RCP, Representative Concentration Pathways, en fait, le nombre que vous avez derrière représente le forçage radiatif en 2100. Donc le RCP 4,5, c'est 4,5 watts par mètre carré en 2100, donc ils augmentent dans les simulations, évidemment, avec le temps. Et par ailleurs, il faut voir qu'en ordre de grandeur, alors c'est vraiment un ordre de grandeur, 1% d'augmentation de l'effet de serre, c'est 1 degré en plus, en gros. Donc 4% d'augmentation, c'est 4 degrés. En gros, je dis bien en gros, hein, parce que le processus n'est pas du tout linéaire. Mais bon, ça, c'est les ordres de grandeur. Oui, je disais, l'élévation de température au sol, de temps en temps, elle fait une petite pause. Cette petite pause, elle ne remet pas en cause ce qui se passe, tout simplement parce qu'il y a une petite illusion d'optique dans cette histoire. Beaucoup de gens considèrent que ce qui est représentatif de ce qui se passe en ce moment, c'est l'élévation de température de l'atmosphère. Alors en fait, l'élévation de température de l'atmosphère, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que ce que vous montre ce diagramme, c'est où va le supplément d'énergie qui vient du supplément d'effet de serre. Et ce supplément d'énergie, ce que vous voyez sur cette image, c'est que plus de 90% en fait réchauffe non pas l'atmosphère, mais l'océan. C'est l'océan, et je vous l'avais déjà dit précédemment, qui pilote l'inertie du système à l'échelle de temps qui nous intéresse ici. Or, il suffit que le switch qui répartit l'énergie entre l'océan et l'atmosphère change un peu une année donnée. Par exemple, vous avez une circulation, la circulation qui enfouit la chaleur dans l'océan. Il suffit qu'elle soit un peu plus active ou au contraire un peu plus faible. Et à ce moment, vous allez avoir ou bien une accélération de la température de surface ou au contraire un ralentissement de l'élévation, voire un léger refroidissement de la température de surface une année donnée. Hein. La variabilité de la température atmosphérique, elle dépend notamment de ce processus d'enfouissement de la chaleur dans l'océan qui peut connaître des petites variations à cause de petites variations de la circulation océanique. Ça ne fait absolument pas obstacle au fait que globalement, le système emmagasine de plus en plus d'énergie. Mais si cette énergie, elle est dans une couche intermédiaire de l'océan, par exemple, vous n'en voyez pas la traduction dans la température de surface. Oui ? L'échange d'énergie, il se fait comment? Ah, il dépend de, on verra après, il dépend de la circulation océanique à large échelle. Vous avez des processus convectifs dans l'océan, et quand l'eau qui était en surface passe en profondeur, elle enfouit avec elle la chaleur qu'elle emporte. Enfin, elle emporte avec elle la chaleur. D'accord ? Et elle est remplacée en surface par de l'eau un peu plus froide qui vient des profondeurs. Donc il suffit que ce mouvement s'accélère ou ralentisse un peu, et en gros, vous avez un processus d'enfouissement de la chaleur de la surface vers les profondeurs qui s'accélère ou qui, au contraire, ralentit un peu. Et donc ça, c'est un élément qui pilote
la température de surface.